Et c'est là où on rentre dans un débat souvent, c'est est-ce que vraiment on va vouloir cadrer du comportement humain finalement à travers des outils où tu dois rentrer dans une machine et redeviens un rouage, et là tu perds potentiellement l'intelligence. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes en l'excellente compagnie de Vincent Pavreau. Comment ça va, Vincent ? Eh ben, ça va très bien, merci. Et puis bonjour à vous, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et donc Vincent est cofondateur et directeur de Homeric.ai. Donc évidemment, il va nous parler aujourd'hui. Et puis voilà, en fil rouge derrière, on va parler de leadership technique, engagement d'équipe et de tout un tas de trucs, les dynamiques, l'innovation, tout un tas de sujets autour de ça. Mais avant ça, on dit bonjour à Pierre, évidemment. Oui, bonjour tout le monde. Très content d'avoir, on va dire, le premier invité. Super, je suis le premier de la saison. Super, encore... Voilà, encore plus hâte de passer, d'avoir cette discussion avec vous. Et donc pour la petite histoire, j'ai rencontré il y a quelques mois Olivier, qui est fondateur aussi, il me semble, un peu par hasard via un autre podcast, mon autre podcast qui est Relife, et d'ailleurs merci Guillaume Vendée pour la connexion. Il nous a parlé de ce que vous faites, et ça m'a bien parlé. À l'époque, le podcast s'appelait Agiliste, et du coup, on parlait plus d'agilité, donc il y avait forcément des connexions, mais j'avais un peu du mal à voir ça. Et maintenant, avec le repositionnement en Tech Ronins, ça nous permet d'inviter encore plus de gens et du coup de t'inviter à venir nous parler de tout ça. Donc, ce que je propose, c'est peut-être d'avoir une petite introduction. Parle-nous un peu de toi, ton œuvre, ton background, et puis qu'est-ce qui t'a amené à la création d'Homeric, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ouais, tout à fait, avec grand plaisir. Donc, moi, c'est Vincent. À la base, j'ai une formation technique. Là, je sors d'école d'ingénieur. Côté électronique, comme je dis souvent, j'ai plus joué avec le fer à souder qu'avec un clavier quand j'étais adolescent et puis ensuite étudiant. Je fais beaucoup de robotique et j'ai eu la chance que ça m'emmène pour commencer ma carrière à la NASA, où j'ai travaillé sur des capteurs de particules qui maintenant sont installés sur la Station spatiale internationale. Et alors, on va être très clair, hein, c'était mon début de carrière, j'ai fait des tests, hein, j'étais pas dans le design des capteurs, mais j'ai commencé à jouer avec l'acquisition de données. En fait, collecter des données, mesurer des données, valoriser des données, et ça a été vraiment le fil rouge ensuite pour toute ma carrière, où j'ai toujours joué dans des produits et des systèmes vraiment qui étaient reliés à la génération, traitement, valorisation des données. Et ma carrière ensuite, elle est divisée en deux. J'ai commencé par travailler dans différentes startups en France et au Canada, et à chaque fois j'étais souvent le premier product manager, parce que je suis tombé très vite ensuite dans la gestion de produits quand j'ai compris que c'était plus important de bien cadrer le problème qu'on souhaitait résoudre et valider la solution qu'on allait construire que de juste la coder. J'ai eu la chance d'avoir un premier boss dans ma carrière qui m'a dit très vite: la pire chose qui pourra t'arriver dans ta vie d'ingénieur, c'est de travailler et qu'à la fin ce soit pas utile et que ce soit pas utilisé, parce que c'est dire que des mois de travail peuvent être vraiment jetés à la poubelle sans aucune autre mesure de jugement, c'est juste poubelle et rien de plus. Donc ça m'a profondément marqué. J'ai vu aussi que j'étais très à l'aise pour aller parler avec de la clientèle, pour accompagner les vendeurs, etc. Donc je suis tombé dans le monde de la gestion de produits. Donc 3 fois de suite dans les startups qui ont grandi, j'étais le premier product manager souvent, et bien avec la croissance de l'entreprise, je devenais le head of product, donc je montais directeur VP produit en fonction de la taille de la startup. Et donc j'ai fait ça pendant une grosse douzaine d'années, quasiment 15. Et ensuite j'ai voulu travailler en grande entreprise, parce que tout le monde me disait c'est lent en grande entreprise, c'est difficile à innover, pourquoi? Peut-être un sujet qu'on pourra aborder, mais je pensais à l'époque, et je tiens à le dire, persuadé que la grande entreprise devrait être l'endroit où c'est le plus facile d'innover.
Donc je voulais comprendre pourquoi c'était finalement l'inverse. Alors j'y suis allé, je suis allé travailler chez un opérateur télécom, je suis allé travailler chez le leader mondial des simulateurs de vol, je suis allé travailler dans des très grands groupes multinationaux et j'ai compris en effet pourquoi c'était tout plus compliqué. Et en faisant plusieurs mandats, souvent j'étais embauché pour mettre en place nouvelle unité d'affaires quand à l'époque des labs, des accélérateurs numériques, les digital factories, toutes ces choses-là qui quand les entreprises voulaient un peu être cool, je les ai aidés à mettre en place ce genre de choses, mais j'ai vu qu'il y avait un ensemble de problèmes qui revenaient systématiquement, qui reliaient à beaucoup de choses, pas très loin de l'agilité, beaucoup au niveau de la culture produit, beaucoup au niveau de la dynamique justement d'innovation dans ces grandes entreprises. Et à force de voir les mêmes problèmes, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas finalement un produit qui pourrait accompagner les grandes entreprises pour les aider justement dans leur transformation de façon à pouvoir, je reste à haut niveau parce qu'on va creuser ces sujets-là, mais innover tout simplement de la manière la plus efficace possible. Et c'est comme ça qu'est né Homeric. Donc j'ai commencé à creuser l'idée en 2021 avec Alban qui est un de mes cofondateurs, et puis ensuite en septembre, c'est là on dit ok, on se lance, on a des clients potentiels, on a une bonne idée de ce qu'on voudrait faire, on met tout ça en place, donc on a monté un prototype. Janvier 2022, on met en place l'équipe avec Romain, notre troisième cofondateur, et Olivier dont tu as parlé, et puis Eric qui nous ont rejoint ensuite pour le développement, et voilà, maintenant ça fait 2 ans que on roule, on a des clients, on est déployé dans une quinzaine de pays, et on prépare notre accélération bientôt. On espère pouvoir se mettre à scaler à partir de l'année prochaine. Super. Merci pour ton œuvre. Oui, alors ça commence à faire longtemps. Moi, je le cite, mais je ne le mets pas de l'avant. Ça commence à faire certaines années. Mais c'est vrai que ça a été une expérience, bien sûr, incroyable. Puis un privilège de pouvoir travailler sur des choses qui sont quand même rares et exclusives. Je veux dire ça comme ça, ouais. Je pense que, Julien comme moi, je pense la majorité des ingénieurs, on est toujours fascinés par l'aérospatiale. Donc forcément, c'est toujours incroyable d'imaginer travailler là-bas de près ou de loin, mais c'est quelque chose. Et puis de se dire qu'on a un petit bout de nous qui est voilà, tu disais, c'est juste. Je les ai touchés, ça je me rappelle, quand tu tires tes cartes d'acquisition dans la main, tu fais, ça va s'envoler, parfait. J'ai touché, tu penses que j'en mets une dans une poche, est-ce qu'ils le verront? Mais non, tu peux pas. Donc ils le verront, c'est sûr. Ça marche. Donc, je vais me lancer directement avec une question et je pense que tu y as touché. Donc, évidemment, donc, tu parlais de la différence entre les startups, les grandes entreprises. Donc, j'ai travaillé pour Hitachi et je crois que je l'avais déjà cité une fois, mais juste pour en revenir, il y a une fois, donc, j'étais juste stagiaire. On avait dû demander donc juste une lecture sur une base de données. Ça nous a pris 3 semaines parce qu'on a dû avoir les accords de 4 personnes différentes sur 3 time zones différentes. Donc, on a dû attendre 4 semaines sur un stage de 3 mois, c'est-à-dire un tiers de notre stage pour avoir le droit d'avoir juste une lecture sur une base de données pour un projet qui était complètement auxiliaire et qui ne touchait absolument pas la chaîne de production. Alors je hoche la tête beaucoup, bien sûr, là on a juste la voix, mais en effet je comprends parfaitement, puis c'est le genre de témoignage qu'on a de manière extrêmement régulière, ça c'est clair, ouais. C'est ça. Et du coup, donc c'est pour ça. Donc c'est un problème qui est, que je trouve assez récurrent en fait justement. Donc c'était même pas juste de trouver. Enfin, c'était pas juste d'attendre la réponse de la personne. C'est vraiment d'ailleurs, on a dû chercher qui contacter à chaque étape et la personne qu'on contactait cherchait elle-même qui contactait. C'est dire à quel point c'était pas du tout, pas conditionné, mais il n'y avait pas du tout de process autour de ça. Donc c'est ma première question pour toi. C'est un problème que du coup toi t'as vu et que je pense beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré dans des structures qui sont assez grosses. C'est un problème récurrent et pour autant, c'est un problème qui n'est pas abordé, même si derrière, c'est de la perte de temps, c'est de la perte potentiellement de time to market si jamais c'est là. C'était évidemment un projet auxiliaire, mais ça peut être des fois sur des projets qui sont importants et des accès qui sont très importants pour gagner justement par rapport à la compétition. C'est un problème qui est plutôt récurrent et pourtant qui est laissé de côté et pas trop abordé. Est-ce que tu as pu découvrir une raison de pourquoi? Est-ce que c'est parce que les décideurs sont pas au courant? C'est du day-to-day des gens qui sont pas forcément décisionnaire. Oui, on est dedans tous les jours. Donc fondamentalement, puis la question est excellente parce que même sans le savoir, tu mets le doigt sur un des grands débats philosophiques qu'il y a autour de l'innovation en ce moment, et puis qui est vraiment un sujet très chaud. Là, on ira, j'imagine, en plus de détails un petit peu après. Mais ultimement, la problématique, c'est que ce que tu as décrit comme problème, c'est pas un problème de processus ou d'étapes. Il n'y a pas de dire il faut qu'on définisse un processus et des étapes à suivre pour le mettre en place. Fondamentalement, ce que tu viens de décrire, c'est un problème humain. C'est de dire à qui on parle. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation-là? À qui je suis censé parler? Et t'as un problème d'accès à l'information. C'est plus un problème de je n'ai pas l'information qu'il me faut, elle n'est pas documentée, etc. Et c'est moi en tant que personne, juste comment je suis censé me comporter? Qu'est-ce que je suis censé faire?
Et ça, c'est quelque chose où justement les entreprises, puis l'impact de ça est démultiplié dans les grands groupes. C'est justement ignoré parce que c'est humain. C'est pas une question de règles, de processus, de politique. C'est une question de qu'est-ce que je fais en tant qu'employé, etc. Et les entreprises ne savent pas parler ce registre-là parce que pendant très longtemps, héritage de l'ère industrielle, on est censé être un rouage dans une machine, le rouage il tourne, donc tu es censé faire ta tâche et tourner tous les jours à faire ce que tu es censé faire. T'es pas censé justement, il n'y a jamais un rouage dans une machine qui va lever la main et qui dit tiens, aujourd'hui j'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Donc ce changement de mode de pensée pour dire on passe d'un rouage dans une machine vers des gens intelligents qui vont rechercher des choses, qui vont évoluer, qui vont changer au jour le jour dans ce qu'ils font. Les entreprises, en fait, aujourd'hui, ne savent pas penser comme ça. Donc, le travail n'est pas organisé pour fonctionner comme ça. Et donc, ça crée des silos et ça crée parfois, voilà, les moutons sans tête qu'on peut voir un petit peu tous les jours, un petit peu partout, parce que fondamentalement, on est emprisonné dans une logique de rouage dans une machine. Ok, intéressant. Et ça me fait penser, si jamais Misrab, mon ancien CTO, nous écoute, il avait toujours ce rêve un jour de réussir à faire un graphe complet de l'entreprise avec du coup les connexions à chaque meeting, à chaque interaction, être sûr qu'il y avait de la documentation. Je pense qu'il a une idée assez poussé là-dessus, qu'un jour il mettra en place, mais il avait justement, pour lui, c'était les organisations d'entreprise, surtout quand tu commences à parler de centaines, et alors encore plus quand c'est des milliers de personnes, mais du coup, d'avoir un graphe qui permet de voir les connexions, et ce serait hyper intéressant. Il dit en fait, plus le graphe, il faut espérer que le graphe soit le plus, du coup, répandu possible, mais en même temps, avec toujours des connexions fortes qui permettent en fait de désigner les gens qui sont les points de contact, et documenter tout ça de manière précise pour justement faciliter la communication interne. Et ce qui est super intéressant avec ce que tu viens de décrire, où moi j'adore ça dans le concept, c'est que justement là on parle d'interaction entre les gens. Et dans ce mapping, tout d'un coup, tu n'es pas en train de mapper des systèmes, exactement, des processus ou des départements. Tu mappes, et au fait, comment les gens interagissent, échangent, et donc comment après, l'information, la substance, c'est-à-dire vraiment les choses qui permettent aux gens de bien travailler, se propagent et circulent au sein de l'organisation. Et ça, c'est le grand défi, justement, pour avoir des organisations efficaces et innovantes. Exactement, c'est même au point où alors l'idée est assez folle et en même temps, mais c'est vrai que ce soit fait de manière anonyme, mais l'idée était même de traquer par exemple les échanges de DM sur Slack, toutes ces choses-là, et ça permettait en fait de montrer là où est-ce qu'il y avait un manque ou une isolation en fait entre les personnes. Donc par exemple, si jamais on voit qu'il y a une équipe product qui est hyper connectée, une équipe ingénieur hyper connectée, mais que les connexions avec le produit, c'est souvent une personne qui parle à une autre personne du produit et rebelote une équipe produit hyper connectée, on se rend compte tout de suite qu'en fait il y a un bottleneck de juste deux personnes qui parlent, et si on veut vraiment essayer d'ouvrir les ingénieurs et les produits à beaucoup plus travailler ensemble, de justement travailler sur créer plus de connexions entre ces deux ensembles. Donc c'est l'idée. Là ça va loin. C'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas de système équivalent qui existe. Puis alors nous on est là pour justement utiliser les données pour aider les entreprises à organiser les humains pour qu'ils puissent être en situation de performance dans un contexte de travail d'équipe et innovant. Bien sûr on n'a pas cette granularité, puis c'est pas forcément l'objectif d'aller chercher là, mais il y a quand même des choses intéressantes qui existent aujourd'hui. Le leader mondial, je pense, dans ce qu'on appelle le Employee Analytics, c'est Microsoft. Et eux, pour le coup, ont réussi à caractériser des choses quand même assez uniques, notamment quand il y a eu la pandémie, l'impact du travail à distance. Eux font partie des rares entreprises qui ont vraiment des analyses et des rapports quantitatifs sur les niveaux d'échange, de communication, etc. Et comment au moins ça évolue au cours du temps. Je pense pas qu'ils soient capables de se poser la question granulaire de tel type de poste qui parle à qui, etc. Mais juste d'un point de vue modéliser un petit peu des patterns de communication, très clairement, il y a des très grandes entreprises qui sont à la pointe sur le sujet. Non, c'est passionnant. Je suis à fond aussi dans ce sujet-là en ce moment, si je peux partager un peu avec toujours mais essayer de connecter les développeurs avec les équipes plutôt opérationnelles avec lesquelles je travaille beaucoup. Et on s'est rendu compte que moi, j'ai une de mes équipes qui fondamentalement fait en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur pour les opérateurs et du coup indirectement pour les utilisateurs finaux. On s'est rendu compte que la communication se fait très bien, ça monte au PM ou au manager qui va parler à l'autre manager et qui redescend, mais on a du mal à faire la connexion directe entre les gens. On veut pas que ce soit non plus trop, parce que sinon ça offusque, ça opacifie un peu la communication, mais on veut qu'il y en ait quand même un petit peu pour qu'il y ait une collaboration directe, parce que je suis toujours à essayer de trouver un peu cette balance entre si les gens communiquent
trop entre eux et qu'il y a trop de trucs qui se font un peu de façon ad hoc. Attends, là, ce bouton-là, ce serait bien qu'il soit plus comme ça. Ah d'accord, tiens, ça prend 5 minutes, je te le fais vite fait, et c'est logué nulle part. Versus, il faut un process de 3 mois pour réussir à changer le truc le plus mineur. En ce moment, je suis en train d'essayer de jouer un peu avec ces paramètres-là, et c'est pas extrêmement évident. Et peut-être justement, il y a des outils qui permettent, des outils soit en SaaS, soit des outils méthodologiques qui permettent de régler un petit peu tout ça. Alors, je vais réagir à ça. C'est super intéressant parce que là, tu décris une problématique qui est profondément humaine, justement. Tu sais, à qui je parle, à quelle fréquence je parle. Tu sais, bien sûr, il faut que j'aille chercher les informations dont j'ai besoin, mais en même temps, il ne faut pas que je distrais trop les autres personnes avec qui je suis parce qu'eux aussi ont leur propre travail à faire. Ton réflexe était de dire, est-ce qu'il n'y a pas un outil ou un système qui va m'aider avec ça? Et c'est là où on rentre dans un débat souvent, c'est est-ce que vraiment on va vouloir cadrer du comportement humain finalement à travers des outils où tu dois rentrer dans une machine et redeviens un rouage, et là tu perds potentiellement l'intelligence. Donc c'est sûr que nous, plus on crée donc une plateforme pour aider avec ça, on veut mettre de l'avant justement l'empowerment des équipes, donc les rendre le plus autonomes possible et développer la capacité de jugement d'une équipe. C'est-à-dire que si on lui donne le bon contexte, les bonnes guidelines, on s'attend que chaque personne soit capable justement de elle-même de mettre le curseur pour dire ça, c'est en effet acceptable que j'y aille, ça je comprends que pour une priorité j'irai, et que de manière organique, naturelle justement, on ait les bons comportements pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre du process autour pour cadrer, faire finalement de la compliance, se retrouver à ce que les gens se conforment, parce qu'à ce moment-là souvent on perd le naturel et le niveau d'innovation, de collaboration, tout ça descend. Ensuite, ce qui est important dans l'exemple que tu prenais, on ne veut pas embêter quelqu'un avec juste un bouton en 5 minutes. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Si c'est quelque chose de positif, ça se fait en 5 minutes, puis on le rajoute on the side du ticket qui était en cours. Si c'est un quick win, ça peut être excellent. Ce qui compte après, c'est d'avoir de la bonne imputabilité. C'est d'assurer que la personne qui est responsable ultimement du bouton, on imagine que c'est un designer UX par exemple, à partir du moment où lui est toujours au courant puis qu'il a donné son blessing, voilà, on sait qu'on a une bonne décision d'équipe parce que la personne ultimement imputable, elle est au courant, c'est elle qui devra donner des comptes s'il y a besoin. Et tant que ça a été fait en bonne collaboration, on se retrouve finalement avec des capacités d'innovation, parce qu'on parle de créativité, parfois de pas juste exécuter un plan exactement comme c'était prévu. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises qui performent le mieux dans le monde. Je travaille justement avec ces opérateurs-là en ce moment. Je suis en train de préparer une rétro, pour tout vous dire, avec eux, sur le thème de la psychological safety. Donc, à quel point est-ce que je me sens sûr? Et l'idée derrière ça, c'est que, en fait, pour avoir de l'amélioration continue, il faut pouvoir faire de l'essai-erreur. Et pour pouvoir faire de l'essai-erreur, ça implique qu'il faut pouvoir faire des erreurs. Et pour s'autoriser à pouvoir faire des erreurs, il faut se sentir sûr, il faut se sentir que d'une part, on va pas me taper trop sur les doigts si je fais une erreur, mais aussi savoir dans quel contexte, comment est-ce que je peux cadrer ça de façon à ce que ce soit sûr de faire une erreur. Je prends souvent l'exemple de SpaceX qui fait ça très bien. SpaceX, la première fois qu'ils ont fait un essai, ils ont lancé une fusée, elle a explosé et ils ont fait la fête. Et c'est génial parce que tu peux te dire, y a toutes les équipes vont te dire, non, mais tu comprends pas, dans mon équipe, on peut pas prendre de risques parce que c'est hyper critique. Qu'est-ce qui est plus critique qu'envoyer des fusées? Et pourtant, eux, ils arrivent à faire du fail-safe, quoi. Et bref, je travaille un peu là-dessus avec eux, justement, pour essayer d'unlock ça, pour pouvoir commencer à créer cette mécanique de l'innovation. Et en plus, un bouquin dont je parle tout le temps ici, c'est Team of Teams, justement essayer de créer des connexions à différents niveaux entre les gens, créer de l'empathie entre les gens, faire les faire fonctionner ensemble. Et une fois qu'ils ont une compréhension plus globale du système, comme tu dis, là, ils sont capables de prendre déjà des bonnes décisions et de faire des trucs un petit peu en petits groupes, tout en comprenant le process et en tenant les gens au courant et comprenant un peu plus la big picture, plutôt que juste dire, toi, tes tâches, c'est de prendre ça et de le mettre là. Là, on perd un peu on déshumanise tout ça, quoi. Et ce qui est super intéressant avec ce que tu dis, là, moi, je ramène un peu mes concepts d'experts sur le sujet, c'est que dans ce que tu viens de décrire, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est, mine de rien, le plus gros activateur de performance que tu vas avoir derrière. Mais dans ce que tu viens de décrire, il n'y a absolument rien de processus.
On parle de sécurité psychologique, on parle de comment les gens peuvent expérimenter, qui sont des choses absolument essentielles à la haute performance d'équipe dans tous les domaines, y compris dans le... Parfois on dit, il y a le logiciel, là on peut faire du fail fast, etc. Mais on peut pas faire ça dans le monde de l'aéronautique ou des fusées. Bah, tu vois, SpaceX, c'est un super exemple. Et puis c'est pareil avec Tesla, là, c'est Elon Musk. Alors il y a le côté sombre et le côté clair, mais dans le côté clair de Elon Musk, c'est clair que cette démarche expérimentale, pour lui, est absolument critique. Et il n'a pas peur, justement, de l'appliquer dans des domaines qu'on aurait pensé que, bah non, c'est trop cher, c'est trop risqué, etc. Mais l'apprentissage, générer des données, être capable d'apprendre pour s'améliorer, pour être les meilleurs par la suite, pour lui, est absolument l'objectif numéro 1 tout le temps. Donc, ça fait partie de la culture et de la façon de travailler. Puis les gens se sentent justement autonomes, mais aussi habilités justement à travailler comme ça. Quand on parle d'empowerment, c'est un mot qui est extrêmement compliqué à traduire en français parce que c'est plusieurs mots en un. Il y a le concept d'autonomie, mais aussi le concept d'habilitation. Quand tu empower quelqu'un, tu l'habilites justement à pouvoir faire ce genre de choix. Et ensuite, bah, bien sûr, en tant que leader, tu assumes derrière le fait que ta personne va faire des choses, elle va pas juste suivre exactement peut-être ce que tu pensais à la lettre. Donc, on retombe encore une fois sur un sujet profondément humain, qui est pas une question de comment le rouage il tourne le plus vite possible dans sa machine. Et l'autre concept que tu amènes pour dire est-ce que les gens ont les bonnes informations pour bien travailler au quotidien, c'est ce qu'on appelle le contexte stratégique. Et dans des équipes, alors moi je viens du monde produit, donc je parle beaucoup souvent des équipes produits, etc. Mais c'est valable pour des équipes de développement, c'est valable pour des équipes même d'innovation de manière générale. Le contexte stratégique est extrêmement important. On a des ingénieurs, des designers, des product managers qui prennent des décisions au quotidien. Le but, c'est qu'ils prennent leurs décisions, c'est eux qui sont sur le terrain. Puis ils se sentent, on imagine qu'ils ont bien cette sécurité psychologique. Parfait. Maintenant, j'ai besoin des bonnes informations en input, en amont, pour que quand je les passe dans ma matrice de jugement, justement, je puisse prendre les meilleures décisions. Et encore une fois, arriver à outiller les professionnels avec les bonnes informations de contexte. C'est profondément humain. C'est pas une question de processus, c'est une question de communication, d'accompagnement, de poser les questions. Et encore une fois, tout ça, ça ne se décrit pas par un processus. Et c'est là où il y a quand je dis il y a un débat fondamental que j'ai mentionné au début, c'est là où justement on vient toucher un des éléments très importants parce que des gens vont dire des choses différentes de moi là pour le coup, ils vont dire non c'est pas vrai que ce serait un peu organique ou ad hoc, ça prend justement des processus pour forcer ces communications, ce genre de choses là, et tombe le grand débat de notre domaine qui est est-ce que finalement la collaboration d'équipe ça peut se processiser là, si c'est un mot qui existe ou pas, est-ce que c'est une question de système et d'outils ou est-ce que c'est une question de comportement humain. Ça, c'est un des gros débats du monde produit en ce moment. Tu me lances sur ma prochaine question que j'avais pour toi. Donc justement, alors c'est pas vraiment une question fermée, c'est vachement ouvert comme question, mais est-ce que justement les playbooks, parce que c'est un peu faire l'avocat du diable à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un risque justement de diminuer la créativité ou l'autonomie des équipes ou des individus qui justement doivent respecter ces process? On peut penser par exemple à alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si on pense à une ligne de production, on n'espère pas qu'il y a un technicien qui va venir et du jour au lendemain modifier la machine. Donc évidemment que dans certains cas, ça ne s'applique pas. Mais on va prendre par exemple un exemple qu'on connaît bien, Julien et moi, le développement de logiciels. Clairement, avant, on espérait des ingénieurs qu'on leur donne des specs absolument finis et il fallait exactement livrer ce qui était marqué. Même si le client, on savait très bien qu'il n'en voulait pas, on n'avait pas le choix que de respecter les spécifications, les tests, la recette, la classique du cycle en V. Maintenant, on essaie d'avoir justement, on est passé un peu, je veux dire, sur les dernières années sur un truc complètement à l'opposé qui est les méthodes agiles, avoir de la créativité partout où on peut, essayer de faire en sorte que les ingénieurs soient à la fois des products, des créateurs, des designers de vraiment plusieurs casquettes pour essayer d'aboutir à un produit qui est le plus créatif et le plus innovant possible. Et maintenant, on voit, et on le ressent dans beaucoup d'organisations qui viennent un petit peu entre les deux, dire on est pour la créativité, on est pour l'autonomie, mais il nous faut quand même une base à respecter. Donc la question, c'est est-ce que les playbooks peuvent risquer de diminuer la créativité ou l'autonomie des équipes? Excellente question. Donc, pour nous, justement, on fournit des playbooks à des équipes digitales de manière générale. Bon, ça peut être des équipes de développement, mais ça peut être aussi, on travaille avec d'autres types d'équipes. Il y a vraiment la question de c'est quoi un playbook. Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'un playbook, justement, ce n'est pas une recette, c'est pas un livre de cuisine, c'est pas un livre de processus. Un playbook ne documente pas justement des processus. C'est avant tout une boîte à outils dans laquelle on va documenter les différentes
pratique, comportement. Nous, on se concentre sur des playbooks de collaboration d'équipe, c'est-à-dire comment tu peux te comporter au quotidien. Voici toutes les choses que tu peux faire qui vont pouvoir t'aider dans ton travail. Il y a absolument pas, par exemple, il y a aucune notion de chronologique. On fait très attention à ça parce que parfois on a des entreprises qui ont envie de systématiser les approches pour dire ils vont commencer, ils font ça, puis ça, puis ça. Et là on dit non, attention, nous nos playbooks, on met tout ça à disposition des équipes. Ensuite, en fonction de leur contexte, en fonction de ce qui se passe, on va les laisser utiliser dans l'ordre qu'ils veulent. Donc les playbooks, comme dans la définition originale, le playbook, c'est un des outils beaucoup utilisés dans le sport, en basket et en football américain. Foot US, le quarterback, il a son playbook, donc il a tous les plays qu'il est capable de faire. Il les prend pas dans l'ordre au cours du match. Il va regarder, il analyse la situation. On va faire confiance à sa capacité d'analyse du contexte pour qu'il puisse dire mon prochain play c'est celui-là, et puis ensuite on tente pour marquer le point, et ainsi de suite. Donc nous on va vraiment faire la même chose, on est là pour autonomiser l'équipe et qu'elle comprenne justement qu'est-ce qui est immédiatement faisable, de façon à ce que ce soit bien documenté, elle a accès à des ressources, etc., et qu'elle puisse aller très vite, et qu'elle arrête justement, surtout éviter qu'elle soit paralysée, ou éviter qu'elle fasse des choses et elle ne sait pas comment ça se passe, problème d'information qui circule et ainsi de suite. Donc maintenant là, pour vraiment répondre à la question, donc si un playbook n'est pas un processus, on n'est pas justement dans ce problème-là. On est là vraiment pour faire appel à l'intelligence des gens et justement les permettre d'être autant créatifs que possible, parce on se veut un activateur de créativité, parce que les gens vont comprendre voici tous les outils un petit peu que j'ai devant moi, maintenant à moi de faire ma popote là. Il n'y a pas de tu dois suivre les étapes et arrêter de réfléchir. Le pire là, puis d'ailleurs c'est une citation d'Elon Musk. Quand il parle de process, il dit le problème avec le processus, c'est que souvent ça devient un substitut pour la réflexion. Et on veut surtout pas tomber dans ce mode-là. Donc justement, on essaie d'être des playbooks, pas des procédures, justement, pour autonomiser les gens et ensuite, vraiment maximiser le niveau de créativité. Je réagis aussi super rapidement quand tu dis on va être super créatif, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Pour moi, c'est pas en opposition. On peut être très créatif tout en ayant toujours un système d'exigence minimale qui doit être présent. Dans le monde produit, il y a ce que moi j'appelle les axiomes produits, qui sont vraiment des principes directeurs que tu veux jamais négocier, parce que sinon tu perds justement la nature même de développer des produits innovants. Puis après, c'est aussi dans le monde de l'ingénierie. Je veux dire, quand il y a des definition of done, que par exemple, ça prend qu'il y a des tests unitaires qui ont été faits ou qu'il y a un ensemble de tests d'intégration qui ont été faits, c'est ta barre minimale de qualité, par exemple, c'est pas le genre de choses que tu négocies. Oui. Ça fait normal. Tu veux être autant créatif que possible, mais en sachant que à aucun moment tu vas renier tes tests de base et puis que tu vas te mettre à travailler n'importe comment. Être créatif, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Ouais. Non, mais merci, parce que du coup, tu as bien recentré, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas réfléchi, mais j'utilisais le terme playbook et cookbook de la même manière. Mais en vrai, t'as parfaitement expliqué la différence, et c'est ça du coup. Un cookbook, c'est vraiment les procédures, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5. Et le playbook, c'est vraiment un assortiment, choses que tu peux faire, mais sans ordre et sans temporalité. Donc, merci pour la précision. Voilà, pour nous, c'est vraiment plus la boîte à outils, justement un peu des choses à un niveau un peu plus stratégique peut-être, mais surtout qui se concentre sur le comportement des gens, qu'est-ce qui est attendu, accepté pour l'entreprise, etc. De façon à ce qu'ils puissent aller très vite et pas se poser de questions. Et à aucun moment, justement, on va être une procédure pour dire, voilà, le cookbook, coupe les tomates, ensuite tu les mets en dés, ensuite tu vas les mettre dans la poêle, etc. Non, ça c'est la compétence des gens après qui doivent embarquer là-dedans. Et puis c'est un activateur de créativité en soi, j'imagine aussi, parce que parfois on arrive dans une situation, on se dit ok, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition, et puis en regardant la liste, on peut se dire tiens, ce truc-là, c'est pas forcément le truc le plus évident, mais en fait, peut-être que ça permet justement la créativité permet je disais pas mal récemment sur les gains asymétriques, et qui disait qu'en gros si tu veux faire quelque chose si tu cherches du gain symétrique, tu fais quelque chose de linéaire et du coup t'as pas besoin d'être très créatif. En revanche, quand tu vois qu'il y a un projet où il y a potentiellement un gain asymétrique, c'est là que tu vas être créatif, et peut-être que la notion de playbook permet justement cette créativité, au moins d'avoir une boîte à outils dans laquelle on peut piocher, pas forcément l'outil auquel on aurait pensé en premier, quoi. Puis là, pour notre plateforme justement de playbook, qui est supercharged avec justement de l'IA et puis des données, on va même, nous on va un cran plus loin, c'est qu'on va mettre un petit warning pour dire tiens, au fait ça, on voit que c'est totalement non utilisé, non appliqué, mais de ce qu'on a pu voir dans vos données de contexte, ça pourrait être super intéressant. Voici une pratique, une activité que vous pourriez peut-être entreprendre. Il semblerait que ça puisse vous aider à aller dans la bonne direction. Puis je vais prendre des choses très simples, dans le cadre de développement logiciel, on voit que par exemple il n'y a pas de release
release continue ou de manière très fréquente, parce qu'on va pouvoir regarder un GitHub de ce monde. Mais là, tu sais, vous faites des releases aux 3 mois, vous n'avez pas de feedback utilisateur, il vous manque cette caisse de résonance avec ce que vous faites. Donc, vous devriez viser justement des releases beaucoup plus rapides, beaucoup plus petites. Puis on explique comment on peut justement aller vers ça. Puis on amène des questions après vers les équipes pour dire, bah voilà, au fait, pipeline, CI/CD, des choses vraiment essentielles pour être performant et innovant aujourd'hui. Voici les gains que vous allez pouvoir avoir. Puis on essaye d'influencer puis d'accompagner les équipes comme ça. On couvre plein de sujets. Ça peut être des choses au niveau du delivery, comment les applications sont bâties. Il y a des choses au niveau du discovery. Tiens, au fait, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un client, une des pratiques qu'on met de l'avant, c'est plus des petits détails, mais nous, justement, on génère du contenu pour vraiment essayer de challenger un peu les équipes pour qu'elles se disent, ah oui, c'est vrai, on pourrait se comporter plus comme ça. Puis là, on en a telle pratique documentée en plus que notre entreprise recommande. Et donc, nous, on est là pour faire le lien justement entre tout ça. Là, vous parlez pas d'utilisateur très souvent. Puis, ce serait bien qu'un ingénieur ou un développeur participe à la prochaine discussion qu'un client ou le prochain test, parce que là, je mets mon chapeau de coach, mais il y a rien de plus motivant pour un développeur de voir un utilisateur galérer avec sa propre application, là, parce que c'est toujours fou de voir comment en 30 secondes il dit, je sais exactement ce qu'il faut faire. Parce que là, évidemment, c'est nul, c'est n'importe quoi, je vais changer ça. Alors que quand on est pris dans nos processus justement habituels, le développeur, il est tout au bout de la ligne, il attend et puis il va être passif, il comprend pas pourquoi on lui demande de faire ci ou de faire ça. Donc voilà, donc nous on amène le playbook, puis dans le playbook, il y a une activité test utilisateur avec un développeur ou une personne technique de l'équipe pour vraiment juste réagir à chaud à ce qu'il voit ou à ce qu'elle voit. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les dynamiques d'équipe et puis mine de rien faire en sorte que les équipes, les organisations montent en performance. Et quand je parle de performance au niveau des équipes, ça va de pair, parce que des fois on les met en opposition. Mais dans le monde de l'innovation, la créativité et la performance demandent des employés qui sont au top de leur game, là, moi qui suis au Québec, là, mais qui sont au top niveau également mentalement, en termes d'état d'esprit, etc. Pour être créatif, faut se sentir bien. Donc la performance va de pair avec le bien-être et le bonheur des employés au travail. Alors que dans le monde industriel, c'était l'inverse. La seule façon d'augmenter la performance, c'est d'en demander plus aux gens, c'était de les presser comme des citrons parce que vous pouvez juste produire plus. Tandis que là, maintenant, quand on tombe dans le monde de la créativité, puis Julien, tu as mentionné les gains asymétriques, c'est vraiment l'inverse. On doit être au top niveau cognitif, intellectuel, pour trouver justement la solution qui va donner le plus de gains, qui n'est plus du tout corrélée à ma quantité de travail. Ça, c'est quelque chose aussi dans les grandes entreprises qui est très dur à comprendre. C'est de se dire que quand on tombe dans le travail innovant, ce n'est plus corrélé à la quantité de travail produite. Ça, c'est un changement de paradigme le plus total. Donc voilà, il faut apprendre ça et justement après, comment je mets mes employés dans les meilleures conditions. Donc on voit que les entreprises les plus innovantes, souvent ont des taux. C'est Netflix d'ailleurs qui a documenté ça pour la première fois. Ont des taux de bonheur au travail, puis des taux de soutien de leur CEO. Ils ont des scores de république bananière parce que c'est des environnements de travail. Quand tu es compatible avec ça, encore une fois, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais quand tu es compatible avec ça, t'es addict tout simplement là. Puis tu peux plus travailler autrement. Et en expression là qu'on dit once you taste it great, donc une fois que tu as goûté aux fruits intérieurs de travailler justement dans un super contexte, dans une super équipe avec une super dynamique, retourner en arrière, ça devient impossible. Et on voit parfois des gens qui ont eu une expérience incroyable dans une entreprise, puis après ils sont malheureux pendant 2-3 entreprises parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver justement cette dynamique d'équipe qu'ils ont pu avoir justement dans une expérience donnée. Et quand on parle aux gens, puis à commencer par moi, quand on repense à nos expériences start-up qui ont été incroyables, qui ont eu des fortes croissances et tout, on va avant tout se rappeler des gens, on va se rappeler comment c'était une aventure incroyable, humaine et ainsi de suite. On se rappelle pas de quel outil ou plateforme on était en train d'utiliser ou quel processus était en place. Mais c'est des choses justement quand on a goûté à ça, on est souvent très heureux, très accompli, etc. Et on le recherche absolument. Et donc ça, faut aussi que les entreprises, encore plus les plus grandes, arrivent à comprendre que justement cette notion d'accomplissement des employés va de pair avec la capacité à innover et que donc il y a tout à gagner. C'est vraiment gagnant pour tout le monde, les employés et les entreprises, dans des contextes d'innovation, je précise bien. Dans un contexte d'usine, c'est l'inverse. Les employés ont besoin de protection. Mais dans le cadre de travail créatif, pour le coup, ça va de pair. Il faut que les employés soient au top niveau, donc soient très bien dans leur basque pour bien travailler et arriver à livrer les résultats. Super intéressant, merci. J'avais une autre question. Donc c'est un concept que j'ai découvert qu'il y a peut-être
2 ans ou à peine 1 an, le dog fooding. Je ne sais pas si tout le monde est au terme avec ça, donc eating your own dog food, qui est un terme assez bizarre quand traduit en français, c'est manger sa propre nourriture animale ou de chien. Mais du coup, donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez chez Homeric? Donc pour expliquer ce que c'est, en fait, alors je sais plus à quand ça remonte, mais l'idée en fait, c'est que si on a un produit qui fonctionne vraiment bien, bah, l'idée en fait, c'est de le mettre en place et de l'utiliser soi-même dans sa propre entreprise. L'idée étant qu'on n'a même pas besoin d'attendre en fait d'avoir des retours clients, puisqu'en fait, on devient en quelque sorte le retour client de notre propre produit. Je sais plus alors sur quel produit exactement de Microsoft c'était, mais je crois qu'il y avait un système d'exploitation qu'ils étaient en train de développer et qu'ils étaient justement sur les phases de test, donc sur des bêtas fermées et tout ça. Et en fait, pour certaines équipes, ils les ont obligés à utiliser ce système d'exploitation pour justement qu'ils soient en fait bloqués avec leur propre nourriture, pour être obligés de se dire merde, ça me fait chier. Bon bah sûrement on va le régler, parce que si déjà nous dans notre groupe de 200 ingénieurs, ça nous ennuie, bah forcément que quand ça va être livré à des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs, eux, ça va forcément les gêner aussi. Est-ce que c'est quelque chose que du coup tu et vous pratiquez chez Homeric? Alors oui et non. Oui, parce que pour le coup, on utilise notre plateforme, mais on peut pas l'utiliser au complet parce qu'on est juste trop petit. Voilà, nous, on est aujourd'hui une start-up, on est maintenant 5 employés à temps plein, donc c'est sûr que après 2 ans depuis l'incorporation, mais vraiment nos activités, finalement, là, on sort de une année où les gens là sont employés, puis ont vraiment commencé à travailler ensemble. Là, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Donc voilà, on est encore trop petit pour dire on a des playbooks et puis on va faire de la communication multi-équipe. Nous, le multi-équipe n'existe pas encore. Mais pour quelques features où dans la gestion d'objectifs, des OKR, etc., on s'est dit on va aller l'utiliser, comme ça on va voir si on peut l'utiliser au quotidien, puis si ça a du sens. Et en effet, on le fait et on se force justement. C'est des choses que je dis souvent là. On a un petit log là quand on regarde les connexions. Puis moi, c'est super important que tout le monde dans l'équipe se connecte, par exemple sur l'application en prod régulièrement là, juste pour aller cliquer sur les boutons, voir comment c'est. Parce que quand on est bien sûr dans les équipes techniques, c'est facile de rester dans notre environnement local ou en dev. Puis mine de rien, on peut un peu se déconnecter, de se rappeler c'est quoi l'expérience. Ah tiens, c'est un peu lent. Il y a des moments, ça peut être, ça rame un peu, ce genre de choses. Moi, je suis très sensible sur ces questions-là. Donc, non, vous allez dans l'application en prod, on utilise ça au maximum. Et s'il manque des choses ou s'il y a des choses qui vont pas, justement, ça doit nous servir d'insight, d'indicateur là pour dire voilà, il manque des choses. Si ça manque pour nous, ça a probablement manqué pour nos clients, parce qu'en effet, le fait de manger ta propre nourriture pour chien, l'idée c'est si tu sers de la merde que t'as pas envie de manger toi-même, tu le sais d'avance que t'es pas en train de faire le bon produit. Donc ça commence par se satisfaire nous-mêmes. Et en effet, je pense que c'est un concept important. Puis bien sûr, c'est déjà du premier feedback. Donc quand on arrive ça, et puis encore une fois, les développeurs sont des gens qui ont quand ils réagissent, ils mettent souvent le doigt sur les bonnes choses. Donc challenger finalement nos propres équipes techniques et pas juste des gens du métier ou des gens des opérations, c'est super important, parce que les ingénieurs sont ultimement la meilleure source d'idées pour faire évoluer un produit. Donc c'est important d'arriver à les mettre au centre du jeu, parce que c'est tout simplement les meilleures avenues qu'on a pour innover par la suite. Top. Et donc du coup, c'était une sous-question que j'avais, mais donc justement la taille de l'organisation en fait qui pourrait commencer à bénéficier d'Homeric. On parle de quoi? On parle à partir d'une scale-up, une centaine de personnes, peut-être. Ouais, c'est une question on est dedans là depuis quelques mois. Quand on a voulu pousser Homeric justement, donc avec notre plateforme de Playbook, on a visé les PME au début, comme beaucoup de startups, pour dire ça va être plus facile, on va avoir des contacts directs, etc. Ce qu'on a réalisé en fait, c'est qu'à partir du moment où le leader en technologie, le leader produit de l'organisation connaît ses gens, il connaît ses employés, ses collaborateurs, il peut il est assis à côté de moi, je le vois tous les jours, je connais son nom. On a eu 2-3 clients qui ont réagi comme ça. Tant que je connais comment il s'appelle, c'est que voilà, je peux leur parler, et je pense, alors que ce soit vrai ou pas vrai, ça c'est un autre débat, mais je pense que je suis capable de les accompagner dans l'application des meilleures pratiques. En gros, on peut le faire nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Donc on s'est un peu cassé les dents, pour être super transparent là, pendant quelques mois, où on tombait sur des gens alors il y en avait toujours quelques passionnés qui adoraient ce qu'on faisait puis qui étaient prêts à embarquer, mais pour la masse et le volume, c'était une vitamine. On était vraiment un petit bonus. Il n'y a personne qui compte la vertu, hein. Donc super, ça peut aider, c'est cool, mais quand on leur demande de payer, bien sûr là tout d'un coup on est moins sûr. Tandis que quand on est parti, on le faisait déjà en parallèle, on essayait de parler bien sûr à un maximum de personnes, mais on s'est rendu compte que dans les grandes organisations,
la vitamine devenait un vrai painkiller parce que c'était oh là là, juste à cause de la complexité de l'organisation, je connais pas les gens, c'est un autre département, il y a des organisations matricielles, ils ont mis des gens, je sais même pas c'est qui. Il y a vraiment eu un client qui a réagi comme ça en disant oh là là là, c'est tellement un vaste sujet, c'est la merde, c'était la merde avant que j'arrive, ce sera la merde après que je change de poste. On a vraiment eu comme ça des réactions spontanées. On s'est dit ok, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fort. Donc voilà, à partir du moment où j'aime bien l'idée, les leaders ne connaissent plus les prénoms de tout le monde et ne sont plus en interaction finalement quasi quotidienne avec les gens, c'est là où on devient vraiment pertinent parce que se pose la question comment on crée des pratiques, des comportements dans les équipes at scale, donc à plus grande échelle justement, qui vont être cohérents, constants. Alors j'aime pas le mot unifié parce que ça ferait croire que tout le monde doit travailler pareil, mais au moins homogène dans le sens où on sent que tout le monde partage justement un ensemble de pratiques et de comportements, puis c'est ce qu'on appelle la culture d'une entreprise. Donc s'assurer que justement il y a vraiment un socle commun qui existe. Oh, top. Et aujourd'hui, pour nos plus gros clients, pour être aussi très transparent là-dessus, on travaille finalement avec des très grandes organisations et souvent les multinationales. Donc à partir du moment où il y a plusieurs filiales dans plusieurs pays, là on sait qu'on coche toutes les cases. Là, souvent c'est c'est la fin. Il y a les barrières de langage, il y a les barrières multiculturelles qui se mettent en place. Donc la documentation devient importante. Et les organisations souvent n'ont pas d'équipe global ou cross-national. Ouais. Donc, c'est là où s'appuyer sur des systèmes et des partenaires devient important pour eux parce qu'ils sont même pas organisés à l'interne finalement pour avoir un overview multi-pays. Donc, quand il y a des directions régionales comme Amérique ou la direction MEA, APAC pour l'Asie, etc., bah, eux sont vraiment souvent sous-dimensionnés, ils n'ont pas des accès dans toutes les filiales, etc. Donc là, on les aide justement, on essaie de les augmenter grâce à notre technologie. Encore une fois, c'est pas le processus qui va régler ces problèmes-là, mais on essaie vraiment d'augmenter les gens qui sont en charge un peu d'homogénéiser les pratiques à grande échelle avec notre technologie. Okay, top. Merci. Donc, in fine, problème, j'imagine, beaucoup plus difficile à résoudre, mais en même temps, beaucoup plus de valeur ajoutée. Ah, absolument. Alors, c'est plus difficile de se déployer parce que c'est plus compliqué, les processus de vente vont être plus longs, etc. Mais de l'autre côté, on est vraiment au cœur du problème, qui est comment une entreprise massive, qui est complexe à cause de son organisation, justement, continue à garder les comportements et les pratiques qui permettent d'innover au maximum. Et aujourd'hui, finalement, quand on regarde les Google, Amazon de ce monde, ultimement, quand on regarde toute la littérature, ils disent tous la même chose. Vous lisez les livres des CEO, Eric Schmidt. Alors Jeff Bezos chez Amazon, il n'a pas écrit de livre, mais il y a Walking Backwards qui a été écrit par sa garde rapprochée. Vous lisez les livres sur Apple. C'est incroyable de voir comment fondamentalement, le livre de Netflix aussi, No Rules Rule, qui est un excellent livre, disent tous absolument la même chose. S'ils ont réussi à avoir du succès tout en continuant à grandir, c'est parce que ils ont mis au cœur de leur dimensionnement, de leur mise à l'échelle, l'aspect de ne jamais sacrifier justement la dynamique d'équipe, la culture qu'ils avaient. Et finalement, ce sont les seules entreprises qui ont réussi à garder un état d'esprit, une fois rendu à des dizaines ou des centaines de milliers d'employés, qui était assez naturel et assez facile à voir quand ils étaient 100, 200, 500, mais eux, ils ont réussi à garder tout en étant 100 000 ou 200 000 et plus. Et c'est ça la clé, justement, de l'innovation de ces gens-là, parce qu'après, le fait qu'ils aient les talents, qu'ils aient de l'argent et ainsi de suite, c'est les conséquences. On a gardé cet empowerment, on a gardé cette machine folle capable de créer. Ça a attiré les meilleurs. Bien sûr, en attirant les meilleurs, on a encore eu des meilleurs résultats. Donc, ça nous a donné de l'argent, ça nous a permis d'avoir encore plus les moyens de nos ambitions. Et maintenant, on se retrouve avec quelques entreprises dans le monde qui roulent sur tout. Et ça, d'ailleurs, c'est problématique aussi. Mais voilà, c'est important que les autres entreprises, le reste du monde comprennent et développent ce muscle, finalement rajoutent cette corde à leur arc pour comprendre, innover à très grande échelle, c'est possible, mais c'est une question humaine. Maintenant, comment on le fait? Nous, on amène une des solutions, un des facteurs. Bien sûr, on ne résout pas tous les problèmes, mais on essaye d'amener une des cordes nécessaires pour que les entreprises puissent trouver une vélocité au sens innovation et d'affaires là qui soit comparable au meilleur du monde. Ah non, ça me fait penser à... Alors, j'ai plus la citation de qui elle est, mais Culture Eat Strategy at Breakfast. Donc, la culture d'entreprise mange la stratégie au petit déjeuner. Et c'est une phrase que répétait constamment mon CEO, ce coup-ci, Moubin, parce qu'il me disait, il dit, tant qu'on garde cette culture, tant qu'on garde ces personnes et tant qu'on garde cette énergie qu'on a, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Donc, d'où, dans notre cas, on a vu la bulle tech qui a explosé. On a vu les taux emprunteurs monter en Europe et surtout au Royaume-Uni. On a vu des changements assez drastiques sur les politiques d'investissement immobilier au Royaume-Uni, et on travaillait dans du buy-to-let pour
des Britanniques. Donc forcément, à chaque fois, et c'est ce qu'il disait, beaucoup d'entreprises, s'ils se rebasaient juste sur une stratégie unique et sur une approche unique, se dire bah merde, bon bah ça c'est fini, l'entreprise est finie. Et comme la volonté de l'entreprise et surtout la culture qu'on avait à cœur de garder était toujours la même, il a dit quoi qu'il arrive et quelle que soit l'adversité, là où du coup des concurrents, des compétiteurs vont tomber, nous on restera parce que voilà, on a cette culture qui change pas. On va adapter notre stratégie, il n'y a pas de souci, mais on garde cette culture-là quoi qu'il arrive, quel que soit le coup, quoi. Donc et je suis pas étonné que du coup que ce soit vraiment un des facteurs clés des grandes entreprises qui réussissent, quoi. Absolument. Et dans ce que tu es en train de dire, justement, je refais le lien avec le fait qu'à la base, même innover, même développer du logiciel, c'est une activité profondément humaine. C'est que ce que tu es en train de dire, c'est que quel que soit le contexte de marché, comment il change, l'adversité à laquelle on fait face, nous, les gens, comment on va être ensemble au quotidien, c'est toujours ça qui fera la différence à la fin. Ouais. Et ça, c'est des choses que justement, dans ceux qui ont réussi à scaler, etc., ont profondément compris. C'est quand même surprenant de penser qu'ultimement, des compagnies comme les Google ou Amazon de ce monde restent des compagnies profondément humaines. Oui. Qui se concentrent sur les gens. On pourrait penser, mais non, c'est des robots, c'est des machines froides qui roulent, voilà, qui sont des super rouages dans des machines, mais absolument pas. Hein. Puis d'un exemple que je prends souvent, qui est un bon, je pense, contraste dans les cultures de management, c'est de dire que par exemple, quand tu étais chez Google, un des critères numéro 1 sur lesquels tu es évalué en tant que manager, c'est la vitesse à laquelle tes gens se font promouvoir. Ouais. Et ça, souvent, c'est juste un petit choc pour se dire, waouh, mais attends, non, comment ça? Plus vite la personne va quitter l'équipe de la personne en question, plus le manager sera valorisé. Alors qu'on pourrait penser, non, tu dois garder ton équipe, tu dois faire en sorte que tu vas avoir tes propres résultats. Mais non, ils sont concentrés sur les gens. Et c'est le rôle d'un manager, justement, de faire réaliser le potentiel de chaque personne le plus vite possible. Et donc, un des critères vraiment importants d'évaluation pour un manager, justement, c'est que tu dois faire promouvoir les gens autour de toi le plus vite possible. On pourrait avoir un réflexe quand nous on est dans le reste du monde pour dire mais il marche un peu sur la tête. Mais quand on pense justement encore une fois à l'humain, maximiser le potentiel, mettre les bonnes personnes à la bonne place, etc. Puis s'assurer que chaque personne va pouvoir accomplir son plein potentiel. Il y a des choses qui sont très profondément ingrained, là, intégrées, enracinées dans ces entreprises-là où parfois nous quand on est un peu bloqué dans notre vue système, machine, rouage, on arrive même, c'est même difficile à concevoir. Donc, ça fait partie, voilà, encore une fois, des évolutions à avoir et puis à garder en tête que voilà, c'est une question de personne. Mais c'est aussi super positif de se dire ça parce que c'est quand même cool de dire on peut être dans une énorme machine, une énorme entreprise, puis ultimement, c'est encore une aventure humaine, on est en équipe, puis on est ensemble, puis on va faire une différence ensemble. J'espère, alors là, je monte un peu plus haut niveau, là, c'est quasi philosophique, mais là, je pense que retomber dans l'innovation, la créativité, dans le digital, puis résoudre nos problèmes majeurs, changement climatique, toutes ces choses-là, ça se fera pas en mode ère industrielle où on est là pour monter des lignes d'assemblage et puis des machines. Ça va être avant tout comment ensemble, entre gens, on va se mettre ensemble pour résoudre des problèmes avec un sentiment d'accomplissement qui, je pense, sera bien supérieur aux générations précédentes. Bien sûr, à nous de le mettre en place, à nous ensuite de créer ces environnements de travail-là. Mais j'aimerais croire que c'est là où on s'en va, très clairement. Excellent. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette belle conclusion. Si Vincent t'avais fait le tour des sujets que tu voulais aborder et Pierre aussi, on est bon. Absolument, non, c'est bon pour moi. De très belle discussion avec des sujets. Voilà, je suis toujours heureux là quand on se met à parler d'humain au milieu de l'innovation technologique parce que c'est justement ça qui est ignoré et qui pourtant est tous d'accord. C'est ça qui va faire la différence. Si je peux juste te rajouter une petite phrase là, qui est un petit peu mon pitch du début. Je pose toujours la question quand je vais aller pitcher quelqu'un. Quand vous pensez à la meilleure équipe que vous avez connue dans votre carrière, qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Qu'est-ce qu'elle avait de différent et de supérieur par rapport à toutes les autres équipes que vous avez connues? Et là, alors, je vais faire la réponse à votre place, mais pour aller plus vite, mais les gens, toujours 100% des cas vont répondre, c'était la communication, c'était la collaboration, la transparence, l'alignement, la dynamique d'équipe, le sentiment d'ownership, justement l'imputabilité que les équipes prenaient, etc. Il y a jamais personne qui m'a dit c'est parce qu'on faisait des sprints, on avait déployé Jira et Product Board que ça y est, boum, on avait doublé notre nombre d'utilisateurs. Vous en rigolez d'ailleurs quand je dis ça. Pour autant, quand on regarde le comportement des entreprises, ça investit à fond dans les processus, ça investit à fond dans les systèmes, mais finalement, ça n'investit que très peu, voire pas, dans ces dynamiques humaines qui, pourtant, tout le monde confirme, c'est ça la clé. Donc voilà, nous on est là comme mec pour amener justement une plateforme qui va mettre cette clé au centre du jeu. Mais si chaque personne peut retourner, voilà, travailler la semaine prochaine avec cette pensée que voilà, on va activer les gens, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être performant, bah ça peut être un grand changement très positif pour l'organisation, mais aussi pour tous les collaborateurs.
Je suis complètement d'accord avec toi et pour le coup, Julien comme moi, on a, je trouve, une progression dans nos carrières qui a été plutôt, vraiment voilà, assez fulgurante. Et je pense que le principal point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'au-delà de la technique qui évidemment nous a amené vers l'ingénierie, on a très très vite découvert que le plus gros problème dans l'ingénierie elle-même, c'était la communication entre les gens, parler aux gens qui étaient en dehors de la technique et réussir à parler à ce que j'appelle les moldus, c'est les non-techniciens, mais justement pour les faire entrer dans notre monde et voilà que ça marche des deux côtés. Vraiment foster, du coup, animer, chatouiller la curiosité des ingénieurs, aller au-delà, faire venir les gens vers nous. Et c'est vraiment, je pense, ces points clés-là qui nous ont amenés à évoluer vers des postes, du coup, de responsabilité, tant que ce soit au niveau des équipes, au niveau de la communication. Et on le voit, puisque c'était pas même nous, forcément, notre plein souhait, mais c'est vraiment les entreprises dans lesquelles on a été, les organismes, qui nous ont vraiment poussé à appuyer sur ce maillon fort qu'on a tous les deux pour justement, pour le bien-être, pour le bénéfice de l'entreprise dans sa globalité. Donc je te rejoins absolument. Ouais, c'est intéressant, ça relie pas. Moi, quand je me pose la question quelle est la meilleure équipe dans laquelle j'ai travaillé, je repense toujours à, en tout cas ma première grosse expérience notable, c'était cette équipe à Arthos dans laquelle on travaillait ensemble avec Pierre, tu vois, et finalement de ça est né, on travaille plus ensemble, on travaille plus dans l'entreprise depuis plusieurs années maintenant avec Pierre, mais finalement on est toujours là à discuter toutes les deux semaines, à essayer de continuer à communiquer, à partager avec les autres. Et en tant que manager et leader technique, c'est ces valeurs-là qu'on défend. Justement, on s'est rendu compte que le potentiel il était vraiment là. Et en plus, on s'est rencontrés tous les deux dans un contexte vraiment très méthodes agiles. On était Scrum Master tous les deux, donc on était très orientés processus. Mais au final, on s'est vite posé la question de comment est-ce qu'on amène dans la transition agile, comment est-ce qu'on amène l'humain, comment est-ce qu'on parle à l'humain. Et finalement, de là, tout a déroulé. Bref, je vous propose de conclure. Vincent, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ton actualité et celle d'Homeric, évidemment? Absolument. Donc, notre site web, homeric.ai, vous pourrez voir notre petit site, parce qu'on reste une startup, c'est pas là où on investit le plus de temps et tous nos dollars sur le sujet. Et puis sinon, j'invite tout le monde, alors je sais pas s'il y aura mon petit lien en description ou ce genre de choses, mais à m'ajouter sur LinkedIn, Vincent Pavero. Et puis, c'est là où je suis pas forcément très actif, mais je me force quand même à partager certains insights de manière régulière. Et j'ai une idée de contenu, de format de contenu que j'aimerais mettre en place dans les prochaines semaines. Donc, s'il y a des curieux, allez me suivre tout de suite. Et puis, j'espère amener du contenu original et intéressant bientôt, parce que j'ai été très poussé par mon partenaire Vincent, faut que soit présent sur LinkedIn très souvent, parce qu'il faut parler de l'entreprise, faut qu'on fasse un petit peu de awareness, là, que les gens connaissent le nom Homeric. Et je me suis lancé dans un défi de poster. Au début, j'étais en mode 100 jours sans message LinkedIn. Très rapidement, c'est devenu 100 jours, 50 messages LinkedIn. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on en parlait au tout début, là, quand on parlait du fait de faire un podcast, ce genre de choses. Ça prend un effort, une énergie incroyable juste d'être constant. On a toujours 1 million de choses qui sont en compétition, en concurrence avec ce qu'on essaye de faire, donc c'est très difficile de garder ça, même si ça prend juste quelques minutes. Puis une fois que j'ai fait mes 20 messages clés que j'ai en tête, que j'adore, que je sais qu'ils sont déjà bien travaillés, super, il y a un mois qui vient de se passer, c'était un super premier mois. Après, deuxième mois, tu commences à recycler déjà un petit peu ce que tu as fait. Puis ensuite, j'arrive au message, je me dis, ça y est, je deviens comme les gens sur LinkedIn que je considère spam plus qu'autre chose. Et il n'y a plus de valeur ajoutée dans ce que je fais, il n'y a plus de profondeur dans le contenu. Et là, j'ai dit à mes partenaires, non, je continue pas là. Je deviens ce que je déteste sur les réseaux sociaux et LinkedIn. Donc, je préfère m'arrêter. Puis on va prendre plus de temps. On va essayer de trouver quelque chose de format avec plus de valeur, plus intéressant. Et voilà, j'ai une idée qui est prête. C'est basé d'ailleurs sur non, c'est pas du podcast, c'est pas que du vodcal, mais il y aura un petit peu de vidéo. Et voilà, j'espère pouvoir faire mon prototype, mon premier essai là dans les prochaines semaines. On suivra ça de près. Ouais, voilà, je communiquerai et puis vous me réinviterez, voilà, pour le. Vincent, raconte-nous ton aventure de leader produit technique sur les réseaux sociaux et ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. C'est un vaste sujet, ça aussi. Le rendez-vous est pris. Julien, on peut te retrouver où, moi, on me retrouve sur julien.derry.fr. Vous trouverez tous mes liens. Il faut que j'en rajoute d'ailleurs. Faut vraiment que je mette à jour ce truc-là. Mais voilà, julien.derry.fr, vous aurez tous mes liens. Vous me retrouvez dans le podcast Relife, le podcast de l'amélioration du quotidien, grâce à qui je fais des belles rencontres, finalement. Et puis voilà, et mon bouquin, comme d'habitude, How I Plan My Wedding with Scrum, que vous trouverez toujours sur Amazon.
Et toi, Pierre? La classique, pierre.ferret-ferrand.fr. Voilà, je devrais alimenter un petit peu plus mon site courant fin d'année, année prochaine. Mais voilà, j'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant, donc ça va venir doucement. Très bien. Et enfin, si vous voulez découvrir comment on peut vous aider à maximiser votre impact et celui de vos équipes, vous allez sur tech-ronins.fr et vous nous contactez et puis on discute un peu avec vous, on voit ce qu'on peut faire pour vous. N'hésitez pas. Sur ce, Pierre, à très vite. Vincent, c'était un vrai plaisir de t'avoir. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Et comme d'habitude... merci à vous pour l'invitation, c'est très apprécié. Et je prendrai des notes. Ouais, de même, merci encore beaucoup, Vincent. Bonne journée à tout le monde. Salut Julien, salut Vincent. Merci à vous, bonne journée.